l'idée aussi de cette initiative qu'on a développée conjointement avec les alumni, c'est véritablement de peut-être vous ouvrir à un certain horizon que vous ne connaissez pas, qui est celui de la formation continue à l'ESSEC. L'ESSEC est très connu, bien sûr, par rapport au programme grande école, par rapport au bachelor, par rapport à un certain nombre de programmes qui sont délivrés à Cergy. Mais c'est vrai qu'on a des opérations en formation continue qui prennent aussi une ampleur de plus en plus importante dans ce contexte actuel de vélocité, je dirais, d'évanescence des connaissances, où on voit que le temps de validité d'un certain nombre de savoirs est de plus en plus court. Donc, dans cette dimension extrêmement, je dirais, importante de formation, d'upskilling, de reskilling, il est important aussi de comprendre que l'ESSEC est un acteur majeur de la formation continue. Quand je dis ça, ça veut dire qu'on intervient auprès de nombreuses entreprises dans des formations qui peuvent être assez courtes, de quelques jours jusqu'à des formations diplômantes. Vous connaissez bien sûr les executive MBA qui peuvent être délivrés sur 18 mois, mais on a aussi tout un tas d'executive master sur des thématiques spécialisées. Je vous en toucherai deux mots en fin d'intervention. Ce qui nous anime aujourd'hui, c'est de parler d'intelligence artificielle et je voudrais vous en dire deux mots. Donc, on va passer quelques minutes sur une introduction à l'intelligence artificielle parce que je pense qu'on a tous des niveaux de compréhension assez différents de cette technologie ou de ces technologies, devrais-je dire. Parce qu'en fait, on verra, c'est un parapluie de certaines technologies. Certaines technologies sont là depuis 30, 40 ans, d'autres beaucoup plus récentes comme les LLM avec le chat GPT. Donc on passera là-dessus. Ensuite, on regardera un petit peu spécifiquement ce qui se passe du côté de l'IA générative, des agents autonomes. Et enfin, je fermerai cette allocution sur la partie, toute l'économie associée à l'intelligence artificielle en vous montrant les différentes facettes avec la métaphore de l'iceberg que vous comprenez assez facilement. Nous, ce qu'on fait à l'ESSEC, on essaie aussi de le rendre public dans un certain nombre de publications. On publie régulièrement dans Le Monde, dans Le Point. Il y a mon collègue Guillaume Chevillon qui a publié aujourd'hui, je crois, dans Libération. On essaie d'être visible dans les grands médias français, nationaux. On essaie aussi d'être visible à travers nos productions académiques. Vous voyez, ici à droite, on a participé, donc j'ai mené l'étude de l'OCDE sur l'impact de l'IA sur le travail. On avait aussi mené une année avant un travail auprès des PME pour savoir comment est-ce que les PME justement peuvent, je dirais, sauter le pas et utiliser, implémenter l'intelligence artificielle dans leurs organisations, même si elles n'en ont pas les mêmes capacités que les grandes entreprises. Donc voilà ce qu'on fait en termes de contribution. Maintenant, si on rentre dans le vif du sujet autour de qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle, il faut comprendre déjà qu'on parle d'une discipline qui a maintenant, allez, 4 décennies minimum d'histoire. Quand je dis 4 décennies, je remonte même pas aux origines de l'IA. Quand on cherche à dater les origines de l'IA, très souvent, il n'y a pas un consensus absolu, mais très souvent, on remonte à Alan Turing. Alan Turing, vous que savez, c'est ce Britannique qui a inventé cette machine, la machine Enigma, qui était en capacité d'intercepter les messages qui étaient envoyés entre les troupes allemandes pour pouvoir décrypter Message ces courant. messages et Et Arthur, intervenir, je dirais, en amont devant, de ce qui devait se passer. Et donc, pourquoi est-ce devant que je parle de cette machine Fernand d'Auguste et spécifiquement? tout. C'est parce qu'on considère que c'était pas un simple calculateur, comme un ordinateur, mais vraiment une machine intelligente, capable de s'adapter aux méthodes d'encryption qui étaient différentes à chaque fois qu'un message était envoyé. Donc c'est pour ça qu'on parlait ici de machine intelligente, à la différence des calculateurs qu'on connaît depuis maintenant presque ici 100 ans. Donc, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de cette discipline académique qui cherche à imiter le fonctionnement du cerveau humain. Et très souvent, vous allez voir que quand on regarde même quel va être le futur de l'intelligence artificielle, on regarde du côté de l'informatique quantique. Et l'informatique quantique, c'est vraiment la science qui cherche à, je dirais, dupliquer le fonctionnement du corps humain jusqu'à ces particules les plus petites, les plus fines. Okay, donc on, regarde, on verra si on a le temps de faire une fermeture sur la partie quantique, mais en tout cas, il faut vraiment avoir en tête que l'intelligence artificielle, c'est cette discipline académique qui cherche à dupliquer le fonctionnement du cerveau humain. Et c'est pour ça qu'on parle de neurosciences très souvent. C'est pour ça qu'on va aussi beaucoup travailler à travers ce qu'on appelle les réseaux de neurones. Et les réseaux de neurones, ça va consister à découper un problème en certain nombre de couches, comme le ferait un cerveau humain. Donc ça, c'est pour l'intelligence artificielle comme une discipline académique. On a la chance en France d'avoir cette personne qui s'appelle Yann Lequin. Et qu'est-ce qu'il a fait, Yann Lequin? Pourquoi il est connu aujourd'hui? Il a gagné le prix Turing. Et le prix Turing, justement, par rapport à tout son travail sur les réseaux de neurones.
C'est un des pères fondateurs du système de réseau de neurones qui nous donne aujourd'hui toute cette capacité, je dirais, à décomposer un problème de manière autorécursive pour qu'on puisse être en capacité de modéliser des problèmes extrêmement complexes et les résoudre grâce aux architectures binaires. Yann Lequin, donc c'est un breton, Yann Lequin, L-E, plus loin, C-U-N. C-U-N. Yann Lequin. Aujourd'hui, il est professeur à New York University. Et il est aussi directeur de la recherche chez Meta, Facebook. Voilà. Dès qu'on parle d'intelligence artificielle, on parle de Yann Lequin aujourd'hui. Donc on a cette personne qui est, je dirais, le fer de lance de la recherche en France, en tout cas dans le milieu francophone. Maintenant, quand on regarde plus précisément du côté de l'intelligence artificielle, on va avoir cette approche qu'est le machine learning. Et le machine learning, si on traduit en français, ça va être cette technique qui consiste à concevoir des systèmes qui sont intelligent ou auto-apprenant. Et ça veut dire qu'on va avoir, par exemple, un modèle qui consiste à détecter tous les défauts qu'il pourrait y avoir sur une ligne de production de bouteilles. Donc là, on va coupler un système de computer vision, où on va avoir des caméras qui vont regarder toutes les bouteilles qui sont produites, et on va avoir un système auto-apprenant qui va être de plus en plus fin dans l'analyse de ces bouteilles en plastique pour identifier celles qui ont un défaut, et si elles ont un défaut, elles vont pouvoir être mises sur une autre ligne de production, soit pour être triées, soit pour être jetées, soit pour être recyclées. Et ça, on va se rendre compte qu'en fait, on a des modèles qui nous permettent, auto-apprenants, qui nous permettent d'avoir un système de plus en plus efficace dans la manière dont il va identifier ces défauts. Donc ça va être ça le machine learning, ça va être cette capacité d'avoir des systèmes de plus en plus efficaces dans leur traitement de l'information. Ensuite, on va avoir le deep learning et l'IA générative. L'IA générative, je passerai un peu de temps là-dessus dans quelques instants. Maintenant, si on regarde ce que c'est le machine learning précisément, qu'est-ce que c'est? C'est donc de concevoir, grâce à des modèles statistiques probabilistes, des modèles auto-apprenants. Qu'est-ce que c'est un modèle auto-apprenant? Ici, j'en ai cité quatre. Très souvent, on prend celui de la reconnaissance d'image. Vous avez 10 millions de photos de chats et de chiens, et vous allez demander à votre modèle d'intelligence artificielle de classer ces photos en deux catégories. D'un côté, les photos de chats, de l'autre côté, les photos de chiens. Mais comment est-ce que le système il va faire? Un système informatique n'a aucune connaissance de ce que c'est un chat d'un chien, n'a aucun sens commun, aucune compréhension de ce que c'est même un animal, de ce que c'est une espèce animale, etc. Donc il va falloir le guider dans son apprentissage. Et on reviendra tout à l'heure dans quelques instants sur la notion d'apprentissage supervisé ou apprentissage guidé. Donc ici, on va avoir un modèle qui va se contenter simplement de classer les photos de chats ou de chiens. C'est un modèle en lui-même. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'il peut y avoir autant de modèles qu'il y a de besoins dans une organisation. Ici, je vous en présente quatre, très différents, mais il peut y avoir, si vous avez 500 besoins dans une organisation, il peut y avoir 500 modèles d'apprentissage différents. OK? Un premier modèle donc de reconnaissance d'image et de classification. Un deuxième modèle qui, là aussi, a un système de reconnaissance vocale. Vous avez un fichier audio en entrée, que ce soit un podcast, que ce soit l'intervention du président Macron sur tel ou tel sujet. Vous allez transformer ici un fichier audio, avec, vous voyez, les variations de son, en un texte qui est censé avoir du sens pour un public comme nous ici présents aujourd'hui. Donc vous allez avoir un modèle aussi qui va donc être auto-apprenant, c'est-à-dire qui va continuer à s'améliorer au fil du temps, qui va ici reconnaître un texte, enfin, transformer un texte audio en un fichier texte. Pareil pour un système de traduction. Aujourd'hui, quand vous utilisez Google Traduction, vous voyez bien que les systèmes sont de plus en plus performants dans la manière dont ils traduisent un texte, un corpus de texte plus ou moins large. C'est aussi par des systèmes de boucles d'apprentissage où on voit que ces modèles, ils sont en capacité de prendre en compte tous les retours qu'ils pourraient avoir, soit de vous et moi, parce qu'on a toujours la capacité d'éditer une traduction, de dire non, c'est pas comme ça que ça doit être traduit, c'est autrement. Donc ça, le système va prendre en compte vos recommandations. Ou alors vous avez aussi des équipes dédiées à améliorer le modèle continuellement. Donc là, on va avoir ici un modèle de traduction. Et le dernier modèle ici présent, qui aujourd'hui, je dirais, fait le plus de bruit dans nos usages et dans les médias, c'est ce qu'on appelle les agents conversationnels. Et ici, bien sûr, on parle de ChatGPT, de Claude, d'Anthropic, de tout ce que vous voulez, Gemini et autres. Et donc là, vous allez poser une question et vous attendez une réponse qui a du sens pour vous,
Mais peut-être qu'elle n'aura pas le même sens pour une autre personne ou pour une autre personne ou pour une autre. Ok. Donc à chaque fois, il s'agit d'avoir donné du sens en fonction du contexte et de la personne qui pose la question. Donc ça, c'est, vous voyez, 4 modèles pour 4 usages très différents. Ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que de la stat et de la probabilité. C'est pour ça, toujours, quand on dit les data scientists, à la base, c'est des gens qui sont plutôt solides en maths. Oui, derrière l'IA, aujourd'hui, il n'y a que de la stat. Et ces méthodologies, ces méthodes statistiques qui sont utilisées, c'est les mêmes depuis 30, 40, 50 ans. Il n'y a pas eu de nouveauté je dirais, dans les approches statistiques. Par contre, ce qui est nouveau, c'est les capacités de calcul et les capacités de stockage des systèmes sur lesquels ces modèles s'appuient. Mais statistiquement parlant, je dirais qu'il y a assez peu de choses qui se passent aujourd'hui dans les ordinateurs avec une architecture binaire. C'est vraiment plus dans les capacités de stockage et de calcul qui se passent des choses qui sont absolument hallucinantes. Donc là, si on reprend mon histoire de chat et de chien, vous voyez ici sur l'illustration, je m'en excuse, je me rends compte, c'est un peu flou. Vous avez cette petite photo d'un chiot quelconque ici. Vous avez ici un zoom qui se fait sur son museau. On va prendre des petits zooms comme ça d'une image qu'on doit classer. Et là, on va comparer avec une base de données plus ou moins large ce museau avec le museau de tout un tas d'autres animaux, que ce soit des chats ou des chiens. En fonction de ces différentes analyses, de micro-analyses, pardon, eh ben, on va continuer par boucle de rétroaction, on va continuer les comparaisons et à la fin, on va avoir une probabilité, un système de probabilité qui nous dit, bah là, on a 99% de chance que ça soit un chien, 0,5% de chance que ça soit un chat, donc on va le classer comme un chien. Okay, mais c'est que par comparaison sur une base de données plus ou moins large. Et on va construire donc des probabilités issues de ces comparaisons. Ça, c'est un modèle qui est celui de reconnaissance d'image. Qu'est-ce que vous avez des questions? Non? Maintenant, sur les méthodes d'apprentissage, et je promets de ne pas rentrer trop dans les détails, on va avoir ici 3 grandes méthodes sur lesquelles il faut vraiment avoir une compréhension, je dirais, assez généraliste, mais importante. Il y a 3 méthodes ici. Il y a l'apprentissage supervisé, non supervisé et par renforcement. L'apprentissage supervisé, restons sur notre modèle de photos de chat et de chien. On va avoir donc 10 millions de photos de chat et de chien. C'est à peu près de ces ordres-là de grandeur, hein, pour vous savez. 10 millions de photos de chat et de chien. Et sur ces 10 millions, on va en avoir 1000 de déjà classés par les humains comme vous et moi. Donc on va avoir 1000 personnes qui auront déjà fait cette classification. Donc 10 millions, ça c'est le dataset entier. Et sur ces 10 millions, un subset, un échantillon qui a déjà été classé par l'humain, dans lequel on dit à la machine, on montre l'exemple à la machine, et on lui dit, bah voilà, nous, ce qu'on attend comme forme de classification. Ça aurait très bien pu être une classification par la colorimétrie, ça aurait très bien pu une classification par rapport aux images de fond des photos en question. Non, là, on veut reconnaître les espèces sur la photo. Donc, bah, le modèle, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il va essayer de comprendre comment les classifications sur les 1000 images déjà indexées, comment ça a été produit, et il va essayer de répliquer cela pour les 9 900 000 et quelques photos restantes qui n'ont pas encore été classifiées. Et on va avoir un modèle qui va s'entraîner comme ça, qui va continuer à s'entraîner sur ce qu'on appelle les données d'entraînement, jusqu'à ce qu'on atteigne un taux je dirais, de fiabilité suffisamment important. Et en fonction du domaine, en fonction de l'industrie dans laquelle on se situe, vous imaginez très bien qu'en médecine, on va avoir un taux, on va avoir une attente du modèle qui va être très élevée. On veut qu'il classe à 99,99% les bonnes images dans les bonnes catégories, alors que parfois dans des modèles de production un peu moins exigeants, on va pouvoir accepter un ratio d'erreur là un peu plus important. Donc en fonction de l'industrie, en fonction des besoins, on va pouvoir accepter un seuil de tolérance du modèle plus ou moins élevé. Mais donc ça va être l'apprentissage supervisé dans le sens où on a guidé la machine à travers un échantillon sur ce on attendait du modèle. Donc c'est très utilisé en industrie, en production, quand on sait déjà ce qu'on veut et ce qu'on attend précisément du modèle. Il y a une deuxième catégorie ici d'apprentissage, beaucoup plus coûteuse, mais extrêmement intéressante pour la partie exploratoire, ce qui est l'apprentissage non supervisé. Et donc là, dans l'apprentissage non supervisé, par définition, on ne donne aucune instruction au modèle. On lui donne toujours ces 10 millions d'images et on lui dit classe-les dans des clusters qui font sens pour toi, machine. Et donc là, c'est extrêmement utilisé en médecine
Parce qu'on veut explorer des patterns, on veut explorer des corrélations, on veut explorer des choses qui n'ont jamais encore vraiment été encore comprises ou identifiées par l'humain. Donc là, on va laisser tourner des modèles avec tout un tas de systèmes probabilistes et il va nous faire un certain nombre de propositions de manière à potentiellement aider à découvrir un problème ou aider à découvrir une solution, si on parle ici d'imagerie médicale, par exemple. Donc là, on va consommer beaucoup de ressources en termes de calcul parce qu'on va ouvrir un champ des possibles qui est assez extraordinaire, donc qui se base vraiment sur les capacités de calcul des ressources informatiques à disposition, de manière à pouvoir potentiellement imaginer des choses, enfin imaginer, découvrir des choses qui n'ont pas encore été comprises ou identifiées par la recherche ou par la science ici concernée. Okay, donc ça, c'est l'apprentissage non supervisé. Et enfin, l'apprentissage par renforcement, vous voyez ici en haut à droite, bah, c'est un système où on va pouvoir mélanger potentiellement un peu les deux, mais on va rajouter en plus un système d'optimisation où on veut que le modèle il soit guidé, ici encore une fois par l'humain, par un système de points. Et on va lui dire, bah, si tu vas dans une direction plutôt que dans une autre, bah, tu vas perdre ou gagner des points. Donc là, c'est pour ça l'analogie avec le feu et le lait et le bébé au milieu. Donc on va avoir un modèle d'optimisation qui, par exemple, doit toujours rester le plus proche des 100 points. Et à chaque fois qu'il fait un pas dans une direction, le modèle, on va lui dire si c'est bien ou pas. Et donc, bah, ce modèle-là, il a pour objectif, donc ça c'est une modélisation mathématique assez classique, il a pour objectif d'être toujours au nombre maximum de points. Et dès qu'il fait une erreur, bah, il apprend de cette erreur par rapport au feedback qu'il reçoit de l'humain. Et ensuite, on est sûr qu'il ne fera plus jamais cette erreur parce qu'il l'aura enregistrée, il l'aura mémorisé, il sait qu'il ne faut surtout pas aller dans cette direction. Donc ça, c'est l'apprentissage par renforcement. Je dirais qu'une fois que vous avez compris de manière assez grossière, je m'en excuse, ces trois grandes familles de méthodes d'apprentissage, vous avez compris, je dirais, les fondamentaux de l'intelligence artificielle. Et après, on va rentrer dans le détail technique, pas aujourd'hui bien sûr, mais quelle méthode statistique on va utiliser, avec quel modèle d'optimisation on va mettre en place, etc. Mais c'est ici les trois grandes familles. Maintenant, quand on regarde ce qui se passe du côté des LLM, donc les LLM, c'est l'acronyme pour Large Language Model, ou les modèles de langage en français. C'est la technique qui est utilisée ici pour l'IA générative, donc les chats GPT et Co. La modélisation linguistique ici, donc un modèle de langue, par définition, pardon, un modèle de langue, il doit générer du langage. C'est pour ça qu'on parle d'IA générative, c'est qu'on génère du contenu. Et donc, par définition, un modèle de langue, son but, c'est de générer du contenu ou du langage. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, on va avoir un contenu, soit on va poser une question, soit on va demander de compléter un contenu. Mais regardez la phrase ici en bas à gauche. The best thing about AI is its ability to. Et là, on dit au modèle de langage, ici, ChatGPT, on lui dit complète-moi cette phrase-là. Donc, on a le début d'une phrase qui dit OK, la meilleure chose à propos de l'IA, c'est sa capacité à. Et là, on va voir que le modèle va nous proposer ici 5 suggestions en fonction de la probabilité que ce mot-là colle le mieux avec le début de la phrase ou ce qu'on va appeler ici le context window en anglais. Et là, on va avoir, donc on a la même chose, mais sur un tableau un peu plus élaboré. On me rend compte encore que la compression est vraiment pas bonne. On va avoir toujours learn et après on va avoir un certain nombre de verbes qui continuent à être proposés, mais avec des probabilités ici beaucoup plus basses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, on va donc avoir un modèle qui nous dit, si tu veux compléter cette phrase-là, moi, je te conseille de la compléter avec tel verbe ou tel autre ou tel autre. Et le niveau de probabilité que le verbe learn soit le plus pertinent, eh ben, il est de 4,5% et ensuite 3,5%. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'il arrive à ces probabilités ici? 4,5, 3,5, 3,2, etc., etc. Ben, en fait, il arrive à ces probabilités sur la base des données d'entraînement du modèle lui-même. Et gardez en tête que quand on utilise un chat GPT ou autre, en fait, c'est des modèles qui ont été entraînés avec tout ce qu'ils ont pu récupérer sur Internet, sur les médias, réseaux sociaux, sur les grands médias, quels qu'ils soient, sur toute une lecture approfondie de ce qui peut être publié sur Wikipédia, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. On considère que les corpus d'entraînement de ces modèles de langage, c'est à peu près 40 à 50 fois de ce qui est disponible sur Wikipédia. Donc c'est vraiment des corpus énormes, et je vous en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure,
qui mélange tout un tas de données, à la fois de la littérature française, à la fois des textes de loi, à la fois des articles de presse, tout ce qui pourrait être dit et écrit sur les réseaux sociaux. Et donc ces modèles, ils sont entraînés sur ce vaste corpus qui mélange toutes les idées politiques, qui mélange tous les courants, quels qu'ils soient, idéologiques ou autres, qui mélange toute forme de littérature, industrielle, artistique ou autre. Et donc, sur la base de ces données d'entraînement, ben, le modèle arrive à dire, bah voilà, moi de ce que je comprends du début de cette phrase, c'est je te conseille que le choix le plus probable de continuer cette phrase et de faire sens, c'est d'utiliser ici le verbe learn. Donc encore une fois, pourquoi est-ce que je vous montre ça? Ça vous montre encore qu'on est sur des approches ici purement probabilistes. À aucun moment, la machine ne comprend ce qu'elle propose là, hein. C'est vraiment que de la proba. À aucun moment, la machine est sûre que le début de cette phrase fait sens avec le verbe qui est proposé. Il n'y a pas de sens commun à une intelligence artificielle. À aucun moment, il y a un sens commun. C'est vraiment que des approches statistiques. Et on va continuer là-dessus. Et après, on sortira un peu de cette dimension technique, mais ça me semblait important qu'on ait ça pour ensuite poser les bases du reste de mon intervention. Quand on regarde comment fonctionnent les modèles de langue, il y a une variable qui m'intéresse. Quand on ouvre un peu le capot de ces modèles, c'est la variable température. Et qu'est-ce que c'est que la variable température? En fait, c'est la créativité du modèle. Je m'explique. La variable température, elle peut être réglée de 0 à 1. 0, ça va être des choses où on va être extrêmement créatif. On va aller dans des probabilités très basses par rapport à ce que je vous montrais tout à l'heure. Là, rappelez-vous que la probabilité, c'était 4,5. Et si on descendait plus bas, on avait vraiment des choses qui pouvaient descendre assez basses. Et quand on choisit de mettre la variable à 1, c'est-à-dire le maximum possible, eh ben on va voir qu'on va toujours prendre le verbe ou le token, si je suis précis. On va toujours prendre le mot avec la probabilité la plus importante. Donc si on avait continué notre petit exercice, là comme tout à l'heure avec les probabilités que je vous montrais, on voit qu'on aurait pris learn en premier. Et là, on va continuer, on va prendre toujours, là, le terme exact, c'est le token, on va toujours prendre le token le plus probable, c'est-à-dire celui avec la probabilité la plus élevée. Ça, c'est quand on met la variable température à 1. Si on la met à 1 de manière continue, on va toujours créer des choses qui soient à peu près similaires. Mais c'est-à-dire qu'on va tourner en boucle sur des systèmes de création de contenu. N'oubliez pas que l'IA génératif, c'est de la génération de contenu. Et donc, de manière assez certaine, c'est-à-dire empiriquement, les LLM, ils ont 10 à 15 ans d'existence, hein. Ils ne sont pas arrivés en 2022. C'est juste que ChatGPT est arrivé en 2022, mais cette architecture-là, elle existe maintenant depuis bien longtemps. On sait de manière quasi certaine que la température la plus intéressante, c'est une variable autour de 0,8. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que ça introduit une forme d'aléatoire tout en s'assurant que le modèle ne fait pas que halluciner. Un modèle qui hallucine, c'est un modèle qui dit des choses qui n'ont pas de sens. Et pour rappel, quand on avait tous eu accès à ChatGPT fin novembre 2022, quand vous posiez la question à ChatGPT, c'est quoi la différence entre un œuf de vache et un œuf de poule, ChatGPT vous dit, bah voilà, un œuf de vache, c'est beaucoup plus épais, beaucoup plus gros, mais vous allez pouvoir le trouver sur telle forme de marché, alors qu'un œuf de poule, bah, c'est plus petit, c'est comestible, etc. Encore une fois, aucun sens commun, aucune compréhension de ce que la machine pouvait produire et quelle était la portée de cette production. Donc on arrivait à des choix qui étaient enfin, parfois à des rendus, à des générations de contenu qui n'avaient aucun sens. Donc maintenant, on a beaucoup d'expérience sur ces modèles-là et on sait que cette variable-là, idéalement, elle est située autour de 0,8. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Et c'est là qu'on arrive à un point important, intéressant, c'est que quand on met cette variable par contre à 0,8, à contrario de 1 où on aurait toujours le même token qui serait sélectionné ici, c'est-à-dire celui avec la probabilité la plus élevée, si on le met à 0,8, eh ben on va se rendre compte ici que à chaque fois, on part dans des directions très différentes. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a introduit de l'aléatoire dans notre modèle. Et ça veut dire qu'à chaque fois que le modèle génère un contenu, même sur la même base de phrase, on s'arrêtait là, je crois, et ben ici, on va partir à chaque fois dans des directions très différentes. Vous voyez ici, là, on parle sur learn, après on parle sur really, après on parle sur examine. En fait, pourquoi est-ce que je vous montre ça? C'est parce qu'il faut comprendre que même si on est sur des systèmes qui sont de plus en plus sûrs, de plus en plus, je dirais,
fiable en termes de production de contenu, on reste sur des problèmes, on reste sur des modèles probabilistes sur lesquels il faut être extrêmement méfiant par rapport à la génération de contenu qui vous est mise en avant, parce que derrière, c'est que de la probabilité, et on a introduit simplement ici de l'aléatoire. Et certes, on reste dans un champ des possibles qui est certainement très proche d'une réalité, parce que le modèle lui-même a été entraîné que sur des données qui ont été plus ou moins considérées, labellisées comme correctes. Et ça dépend des modèles. Mais en tout cas, on reste véritablement toujours et encore sur des modèles qui sont probabilistes, sans aucune forcément pertinence par rapport à vos besoins ou par rapport à votre réalité, réalité organisationnelle, votre réalité industrielle, votre réalité par rapport à un champ juridique X ou Y. OK. Donc c'est vraiment important d'avoir ça en tête parce que derrière, c'est comme ça que ça fonctionne quand on ouvre un peu le capot. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est que par rapport à ce que je viens de vous dire et le questionnement possible qu'on peut avoir sur la véracité des informations qui sont produites par l'IA générative, il faut aussi avoir en tête que puisqu'on utilise tous, et je vous donnerai tout à l'heure des éléments de volumétrie, je crois qu'il y a 29 000 messages par seconde qui sont traités par ChatGPT. J'ai les éléments écrits tout à l'heure, je vous les partagerai. Donc c'est absolument colossal par rapport au volume de données qui sont produites. On est en train de se dire de manière assez certaine que 90% des données qui seront publiées sur Internet d'ici 2030 seront des données synthétiques, c'est-à-dire des données produites elles-mêmes par l'IA générative. 90%. Et ça a une conséquence extrêmement importante sur la manière dont ces modèles vont continuer à être entraînés. Parce que si on est en train de se dire que les modèles du futur en 2030 vont être entraînés sur des données produites à 90% par des modèles d'IA générative eux-mêmes, on n'a potentiellement plus aucune attache à une forme de réalité, de véracité ou d'ancrage, simplement d'ancrage par rapport à un monde réel. Donc aujourd'hui, beaucoup de chercheurs en informatique se posent la question de quelle va être la prochaine solution possible pour adresser ce point, où de toute façon, là, on est rentré dans une, je dirais pas spirale infernale, parce que ce qu'on vit est absolument passionnant, mais on est rentré dans une telle dynamique où les données synthétiques, c'est-à-dire les données produites par l'IA, sont là et plus que là et ne vont que continuer à croître de manière exponentielle. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on s'assure de cet ancrage par rapport à une forme de réalité, et encore une fois, sachant qu'il y a plusieurs réalités en fonction des industries dans lesquelles on se situe. Mais c'est véritablement important d'avoir ça en tête. Et après, bien sûr, l'IA générative, c'est aussi un formidable outil pour les hackers, les cyberhackers, parce que ça te permet de générer des mots de passe, ça permet de craquer des mots de passe. Il y a un champ des possibles absolument extraordinaire qui est aussi, bien sûr, disponible pour nos amis les hackers. Donc ça, c'est aussi important d'avoir ça en tête. Maintenant, ce qui se passe aussi dans les nouveaux développements, et ça, c'était un article publié dans Le Monde en octobre 2024, c'est maintenant cette notion d'Agentic AI ou les agents d'IA. Et qu'est-ce que c'est les agents d'IA? En fait, je vous ai pris un exemple ici très simple. C'est des systèmes d'intelligence artificielle qui raisonnent et qui explicitent leur fonctionnement. Donc ça, maintenant, de toute façon, c'est obligatoire avec le AI Act qui a été en place et on pourra en parler si vous avez des questions. Et donc, en fait, c'est des agents, des assistants qui communiquent entre eux. Et j'ai pris cet exemple assez simple où on a un utilisateur qui pose la requête suivante à ChatGPT. Il dit, OK, moi, je veux prendre l'avion pour aller à San Francisco depuis New York en voyage d'affaires. Est-ce que tu peux m'aider à organiser ce voyage? Ici, votre ChatGPT à vous, vous allez pouvoir converser avec lui de la même manière que vous conversez avec vos assistants. Il va lui dire, OK, très bien, je m'en occupe. Qu'est-ce qu'il fait? Il récupère toutes vos préférences de voyage passés qui sont stockés dans le LLM en question, donc le modèle de langage. Il va être en capacité de réserver le vol et les hôtels. Il va être en capacité, grâce à la blockchain, de pouvoir récupérer vos informations d'identité, c'est-à-dire votre passeport et toute la signature numérique associée qui va bien. Il va être en capacité, pareil, tout par rapport à vos préférences passées, de choisir le siège et les options associées. Il va être aussi en capacité d'effectuer le paiement. Si vous avez regardé un petit peu l'actualité ces dernières semaines, ChatGPT, OpenAI, comme par hasard, a signé un partenariat avec Visa, précisément pour réaliser ce type d'agents qui sont en capacité de conduire des processus de réservation de A à Z. Ensuite, il va bien sûr, donc toujours, votre OpenAI va toujours ajouter les billets et réservations. Et là, c'est là que c'est intéressant aussi, c'est votre OpenAI qui va lui-même rédiger
les recommandations ou les reviews que vous allez pouvoir poster sur le site sur lequel vous avez fait votre réservation d'hôtel et si vous êtes satisfait ou pas. Et donc là, on a vraiment un processus qui est mené de A à Z grâce à un agent d'intelligence artificielle qui, vous voyez, concatène soit plusieurs LLM, soit il y a des systèmes d'extraction de vos données qui peuvent être stockées sur une blockchain ou autre, et ce, de manière complètement autonome. Donc c'est ça un peu le futur des LLM, c'est bien sûr ce qu'on utilise avec votre Gemini, votre Mistral, vos différents applicatifs, mais c'est comment est-ce que ces agents vont finalement se parler les uns les autres pour, bout à bout, réaliser des processus organisationnels qui ici nécessitaient soit plusieurs minutes, et ici ça va être réalisé en quelques microsecondes, soit plusieurs personnes, et ça peut être aussi réalisé grâce à un seul agent autonome. Donc qu'est-ce qui se passe en fait ici, quand on prend un exemple comme celui-ci, c'est qu'on est véritablement face à un enjeu. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de décideurs dans cette salle aujourd'hui. On est face à un enjeu. On dit où est-ce qu'on décide de mettre le cursus par rapport à l'intervention humaine? Et l'acronyme en anglais pour parler de ce débat précisément, c'est Human in the Loop. Où est-ce qu'on met l'humain dans ces boucles de prise de décision ou dans ces boucles d'action? Et donc, je vous invite à lire cet article que je pourrais vous partager aussi de Ross and Taylor. Ils ont réfléchi à une taxonomie qui se décompose ici en quatre grandes catégories. Il y a Human in the Loop, c'est ici, et on la connaît très bien, cette catégorie. Un humain est assisté par une machine. Donc dans cette approche, ici, l'humain prend les décisions et la machine ne fournit qu'une aide à la décision. Typiquement, on est dans les systèmes de business intelligence, Power BI que vous connaissez depuis longtemps, toute la business analytics, où en fait on a des systèmes qui sont là pour nous aider, nous humains, à prendre les décisions. Donc ça, c'est toute la partie Human in the Loop. On a une autre catégorie ici qui est Human in the Loop for Exceptions. Et donc là, c'est la plupart des décisions sont automatisées et l'humain ici ne gère que les exceptions. Donc vous voyez, on commence déjà à délivrer une certaine autonomie au modèle en question. Ensuite, on va avoir Human on the loop, à la différence de in the loop. Donc ici, c'est la machine qui est assistée par un humain. Donc là, vous voyez, le paradigme a complètement changé par rapport à la première catégorie. La machine ici prend les micro-décisions, mais c'est l'humain qui examine les résultats des décisions et peut ajuster les règles de gestion, typiquement les règles de gestion qu'on met en place quand on met un système d'exploitation en place, et les paramètres. Et enfin, la dernière catégorie, c'est Human out of the loop. Donc ici, dans ce modèle-là, c'est la machine qui est surveillée par l'humain. Et je trouve ces catégories extrêmement éclairantes parce que c'est véritablement les débats qu'il faut qu'on se pose en fonction de nos métiers, en fonction de la criticalité des process sur lesquels on veut instaurer ce type de pratique. Et je pense qu'il n'y a pas une solution universelle, à aucun moment. C'est en fonction, encore une fois, des données dont on parle, de la criticalité des process, parfois du caractère ouvert ou non ouvert des systèmes concernés. Mais il s'agit véritablement aujourd'hui maintenant de se poser ces questions parce qu'on a des agents autonomes qui sont en capacité de le faire. Maintenant, c'est comment, avec quel droit du travail aussi, quel droit qu'on peut, dans le milieu bancaire, je sais que c'est extrêmement réglementé, comment est-ce qu'on va pouvoir, un, être conforme avec l'AI Act et deux, répondre à nos enjeux, nous, de surveillance et pour s'assurer de la qualité de nos données et la qualité des process. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Maintenant, si on regarde sur l'IA de manière plus globale et ce qui s'est passé sur ces quelques dernières années, quelques faits marquants, parce que je pense que c'est toujours assez intéressant d'avoir ici des notions de volumétrie. ChatGPT aujourd'hui, donc quand je vous dis aujourd'hui, c'était il y a quelques semaines que j'ai regardé ça. ChatGPT, c'est 2,5 milliards de messages traités par jour, soit 29 000 secondes par seconde qui sont traités. Donc vous imaginez ensuite les capacités de calcul et de stockage qui sont nécessaires. 700 millions d'utilisateurs hebdomadaires. Là, on ne parle que d'une solution. Hein. À cela, il faut ajouter ce qui se passe en France avec le chat, il faut ajouter ce qui se passe avec Gemini, avec Claude, etc. etc. Donc on est véritablement aujourd'hui sur des taux d'adoption qui sont hallucinants. Et ce qui est intéressant aussi, ce qui m'intéresse, c'est 46% des messages envoyés sont faits par des 18-25 ans. Donc c'est extrêmement jeune en termes de population. Même les moins de 13 ans, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est de l'ordre de 15%. Et les usages non professionnels représentaient 73% en juin 2025 versus 53 un an plus tôt.
Et ça, c'est pas quelque chose forcément sur lequel je dirais, moi en tout cas, c'est des chiffres qui m'ont assez surpris, parce qu'on imagine, et très souvent on se projette dans des usages professionnels, mais en fait, ChatGPT, c'est devenu l'assistant, c'est devenu l'ami, c'est devenu le compagnon de beaucoup de jeunes dans nos entourages, et ça pose beaucoup, beaucoup de questions d'ordre psychologique, et je ne rentrerai pas dans ces débats-là parce que j'en ai pas les capacités, mais en tout cas, c'est extrêmement questionnant de voir comment est-ce que il y a un article assez construit, assez bien, qui a été publié la semaine dernière sur justement cette notion de dépendance à ces outils qu'on est en train de se créer, et pas simplement dans la sphère professionnelle, mais tout autant dans la sphère personnelle, quand vous faites confiance, ou quand vous lui demandez d'être votre confident, quand vous lui demandez des conseils par rapport à une éducation X ou Y. Donc c'est intéressant d'avoir ça en tête. Maintenant, je vois beaucoup de gens qui prennent des photos, pas de moi, mais de mes slides, mais je vous partagerai mes slides aussi. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est de regarder ces sujets d'IA autour de différents paradigmes. Et ici, je voudrais commencer par les données, parce qu'encore une fois, sans IA, il y a pas sans données, il n'y a pas d'IA. Tous les modèles aujourd'hui dont on parle, ils sont extrêmement consommateurs de données parce que je dirais, c'est l'essence, c'est l'huile, c'est ce que vous voulez de ces modèles-là. Donc vraiment, gardez en tête que de toute façon, tous les sujets d'IA, ils sont avant tout des sujets de données. Et c'est pour ça qu'on a, dans l'ordre normal et dans une chronologie normale du temps, si vous regardez ce qui se passait il y a quelques années, on parlait beaucoup de data science, d'analyse des données. Et maintenant qu'on a une relative maturité par rapport justement à la manière dont sont gérées ces données les organisations, on est en capacité de rajouter des couches applicatives qui sont liées à des systèmes d'intelligence artificielle. Mais pour cela, il a fallu poser les bases, poser les fondamentaux qui sont ceux d'une maîtrise et d'une gouvernance des données de bon niveau. Quand on parle de données, encore une fois, je vous disais tout à l'heure la notion de volume. Les LLM s'appuient sur des milliards de pages de documents, d'interactions pour entraîner et gérer du contenu. Vous avez une association, Common Crawl, qui agrège un maximum de données publiques et qui met à disposition ce qu'on appelle des répertoires de données de plusieurs centaines, voire milliers de téraoctets de données qui les mettent à disposition pour tous les éditeurs de LLM de manière à pouvoir entraîner leur modèle. Donc c'est intéressant de connaître cet acteur, Common Crawl, parce que c'est eux qui fournissent la plupart des données d'entraînement des modèles qu'on utilise au quotidien. Vous avez aussi suivi, là j'ai pris un exemple par rapport au New York Times, il y a aussi d'autres médias, y compris des médias français, qui ont intenté un procès à OpenAI, mais aussi à d'autres acteurs sur justement la violation des droits d'auteur. Donc c'est véritablement ici un enjeu important. Par rapport à la qualité des données, il faut aussi comprendre que quand on aspire toutes ces données de manière, je dirais, assez, assez aléatoire, on ne contrôle pas du tout la qualité de ces données, tant par les biais politiques, économiques qu'ils peuvent comporter, que par des notions de est-ce que ces données sont encore valables, est-ce qu'elles ont encore une forme de véracité, pour quel public. Donc ça, on n'a aucune maîtrise sur ces données, et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de bruit, de biais ou d'incomplétude ici. La notion de propriété des données, elle devient aussi extrêmement problématique, et donc là, mieux vaut rentrer dans des politiques ici, je dirais, de construction de partenariats plutôt que d'autres choses, parce qu'aujourd'hui, on n'a aucun moyen de contrôler la manière dont les données vont être traitées par ces LLM. Et qu'est-ce que c'est ici? L'enjeu clé ici, c'est que l'IA, par cet effet boule de neige dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, elle ne va que reproduire tous les biais, tous les stéréotypes, toutes les idéologies, mais ceux de manière exponentielle comparé aux données d'entraînement qui lui ont été fournies en amont. Donc, le mieux et le plus on arrive à, je dirais, à labelliser, à indexer ou à nettoyer les données pour au moins qualifier si par exemple un média il est d'une couleur politique plutôt qu'une autre, le mieux le modèle connaît cette couleur politique, le mieux il sera en capacité de gérer ce biais plutôt que l'inverse. Si on n'a aucune indication à lui donner sur la nature des écrits, et ben alors là on rentre dans une dimension aléatoire assez immaîtrisable. Ça c'est sur la partie données. Ensuite sur la partie infrastructure, je dirais, il est important. Et là, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Donc, on va avoir toute une industrie. Là, on parle des semi-conducteurs, on parle de l'infrastructure, on parle des acteurs de calcul. Vous avez peut-être un terme que vous avez entendu parler, les hyperscalers. Donc là, on va parler des infrastructures ici matérielles qui vont être en capacité de mener tous les travaux de calcul qui sont nécessaires pour,
faire tourner ces modèles. On va parler ici d'acteurs comme AWS. AWS, c'est bien sûr Amazon, Amazon Web Services. Donc aujourd'hui, c'est un hyperscaler peut-être le plus important. On va avoir Azure. Azure, c'est Microsoft. On va avoir ensuite le Google Cloud, on va avoir Oracle. Et après, si on va sur les semi-conducteurs, vous avez bien sûr tous entendu de NVIDIA. Il y en a peut-être certains chanceux qui ont investi dans NVIDIA il y a quelques années. Et donc, on va y voir aujourd'hui sur la partie GPU, CPU, un certain nombre d'acteurs qu'on connaît plus ou moins. Bien sûr, Intel, bien sûr, Nvidia. AMD, je crois, vient de signer un gros deal il y a quelques temps avec OpenAI. Donc, on va avoir toute une chaîne de valeur de l'IA. Et c'est pour vous dire que derrière l'IA, il n'y a surtout pas qu'un acteur comme OpenAI. Il y a aujourd'hui toute une industrie avec des capacités d'investissement qui sont aujourd'hui colossales. Quand vous avez à l'élection, à la deuxième élection du président américain Donald Trump, une des premières choses qu'il a signé et qui a fait pas mal de bruit, c'est ce projet Stargate, projet à 500 milliards d'euros d'investissement pour que justement les États-Unis deviennent cette plaque tournante, pas simplement de la partie, je dirais, logicielle, mais aussi de la partie infrastructure. Et c'est important d'avoir ça en tête. C'est pour ça que je prenais la métaphore de l'iceberg. C'est que oui, derrière, on voit toujours la partie émergée de l'iceberg avec les LLM et le fait qu'on a toujours des nouvelles versions à peu près toutes les semaines ou en fonction des éditeurs. Mais on a surtout derrière toute une économie du semi-conducteur, de l'infrastructure, du calcul, avec des enjeux aussi d'énergie qui sont extrêmement, extrêmement critiques. Donc derrière, il y a la partie infrastructure. Donc vous connaissez les fermes de serveurs. Si vous voulez, je pourrais vous montrer des fermes de serveurs. Mais aujourd'hui, un data center, c'est à peu près 10 à 12 fois la taille d'un terrain de foot. Donc vous prenez un terrain de foot, juxtaposez 10 à 12 ensemble, vous avez à peu près la taille d'un data center. Aujourd'hui, si je vous prends un exemple pour Facebook, donc Meta, ils ont 3 data centers en Europe de cette taille-là, et ça ne fait que continuer de se développer. Aujourd'hui, on voit maintenant aux États-Unis, c'est beaucoup au Texas, très souvent lié à des enjeux de taxation et de législation. En Europe, on a eu la période où ça a été beaucoup en Irlande. Ils sont venus très souvent en Irlande, en tout cas Microsoft était venu assez tôt en Irlande, et maintenant c'est dans les pays scandinaves et les pays de l'Est. Donc tout ça, il y a aussi une géopolitique du data center qui est lié à d'autres éléments, dont la taxation. Il y a aussi bien sûr la dimension de consommation d'électricité. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a aussi énormément de travaux et de progrès qui ont été faits par rapport à la consommation d'énergie des systèmes d'intelligence artificielle et des LLM en particulier. On en parle assez peu, mais la différence entre 2022 et aujourd'hui, mi-fin 2025, c'est véritablement colossal en termes de gain d'énergie. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'on consomme moins d'énergie avec ces data centers, ce n'est pas vrai. Mais par rapport à la volumétrie de ces usages et le fait que je dirais qu'une requête à un instant T, une requête en 2022 pour une même question versus 2025, aujourd'hui on est sur des gains d'économie d'énergie qui sont de l'ordre de 1 à 10. Donc il faut aussi louer, je dirais, les efforts qui sont faits par tous les développeurs de ces systèmes parce que véritablement on a su optimiser l'allocation des ressources. On a même maintenant d'autres technologies que le LLM qui sont elles aussi beaucoup moins consommatrices d'énergie. Donc il y a cette partie-là. Ensuite, il y a toute la partie matériaux. On parle très souvent des métaux rares, mais c'est vrai. Si on prend que l'exemple du cobalt ici, le cobalt, vous savez où on trouve du cobalt? République démocratique du Congo, il y a 18 mines au Congo, il y en a 15 qui sont tenues par des Chinois. Et c'est principalement pour voilà, produire le matériel nécessaire à ces systèmes-là. Donc il y a aussi toute une économie, encore une fois, une géopolitique par rapport à ces enjeux-là, avec la notion d'empreinte écologique. Ensuite, on va avoir toute la force de travail, je dirais, un peu cachée de l'intelligence artificielle. Et ici, j'aime bien prendre l'exemple du turc mécanique. Et je ne sais pas si vous connaissez la métaphore du turc mécanique. Et déjà, est-ce que vous connaissiez l'activité d'Amazon qui s'appelle MTurk? Non? Donc, je vous l'ai mis ici, là. Donc, c'est une plateforme de travail. On n'a pas le droit d'en faire en France. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, mais en tout cas, vous ne pourrez pas y accéder. Vous ne pourrez pas vous inscrire en tant que travailleur, en tout cas. Donc, on va avoir ici une plateforme de travail sur laquelle vous allez pouvoir vous inscrire et potentiellement aider les machines d'intelligence artificielle à labelliser les données. Rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'apprentissage supervisé et cet exemple des 10 millions de photos de chats et de chiens. Ben, si vous voulez, vous pouvez être une de ces personnes qui va labelliser des données de manière à pouvoir guider
les systèmes d'intelligence artificielle. Ça s'appelle du micro-travail. Et ce micro-travail, il est interdit en France. On n'a pas le droit de participer à ce type de plateforme. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu d'expliquer ce que c'est cette métaphore du turc mécanique. Est-ce que quelqu'un la connaît? Non? Oui? Allez-y. Oui. Ouais. Oui. Alors, je ne rentrerai pas dans. Il y a toute une économie. Il y a ce collègue de l'école polytechnique, Antonio Casilli. Si vous voulez rentrer dans ces sujets, il a beaucoup écrit et travaillé sur justement ces gens qui travaillent aussi dans des fermes, ils appellent ça des fermes de travailleurs et où les usines à clics, à un moment donné, on parlait aussi de ça. Et il y a toute une économie assez sombre autour de comment est-ce qu'on entraîne les modèles, comment est-ce qu'on les guide, comment est-ce qu'on crée des modèles qui sont plus ou moins éthiques. Mais en tout cas, la manière dont tout ça est fait et géré n'est pas forcément très éthique. Moi, je veux juste revenir sur la métaphore ici, précise du turc mécanique. Oui, ouais. Alors, je vous laisse l'expliquer. On avait, on avait cette boîte en bois, merci, c'est exactement ça. On avait cette boîte en bois qui a circulé un peu partout en Europe, qui a joué contre Napoléon Bonaparte, Benjamin Franklin et d'autres personnes, je crois, une impératrice prusse. Et en fait, donc, il y avait cette boîte en boîte avec un système de miroirs et d'aimants. Et en fait, dans cette boîte, il y avait un Turc, une personnalité turque extrêmement bon joueur d'échecs. Et on faisait croire à Napoléon Bonaparte ou à d'autres, trois, hein, Bonaparte, que en fait c'était une machine, donc un système intelligent, alors qu'en fait non, c'était un humain derrière qui travaillait, qui était juste coincé dans sa boîte. Et je trouve ça extrêmement intéressant qu'Amazon ait repris cette métaphore pour qualifier cette plateforme de travail, de micro-travail, pour lesquels vous pouvez contribuer d'une manière ou d'une autre en classant les données pour aider ensuite les systèmes à être de plus en plus efficaces ou efficients dans leur traitement. Donc voilà, ça c'est sur la partie workforce avec, encore une fois, des milliers de travailleurs, soit via Amazon, soit d'autres plateformes, qui étiquettent les données, qui classent le texte, qui filtrent des contenus plus ou moins toxiques, pour encore une fois rendre les systèmes de plus en plus éthiques. Il y a même certaines personnes qui disent que maintenant ChatGPT est beaucoup plus chiant qu'il y a quelques années parce que vous pouvez il est de moins en moins créatif, mais en fait c'est parce que derrière il y a énormément de personnes qui travaillent à ce que le système soit de plus en plus éthique. Ok. On va voir aussi toute cette. Je vous ai parlé tout à l'heure de renforcement. Donc, ça, c'est l'acronyme pour parler de renforcement humain, où on va avoir des systèmes qui, en temps réel, corrigent le modèle. C'est-à-dire que nous, on l'utilise, encore une fois, 29 000 messages par seconde qui sont traités par les serveurs, mais en parallèle, OpenAI emploie des dizaines de milliers de personnes qui, aussi en temps réel, corrigent le modèle de manière à ce qu'il ne réponde plus à côté de la plaque quand on lui pose telle question ou qui ne réponde plus telle ou telle bêtise quand il a une autre question. Oui, 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 c'était du renforcement aussi, absolument. Oui. Et donc c'est pour ça qu'on parle de cette main-d'œuvre fantôme. Ensuite, on va avoir l'architecture, et là, encore une fois, sans rentrer dans les détails trop techniques, il se passe des choses assez extraordinaires. Il y avait ce papier qui est absolument fondateur dans la gestion des LLM. Ce papier, vous voyez, il est signé par que les gens de Google, Google Brain et autres. C'était un papier, je crois, en 2017, si je ne me trompe pas, c'est Attention is all you need. Et c'est le papier fondateur qui a permis de comprendre le sens d'une phrase, que pour un ordinateur de comprendre le sens d'une phrase. C'est-à-dire que si je vous dis, OK, après cette masterclass, je vais aller manger une pizza avec mes enfants et un collègue, et ensuite on ira peut-être au cinéma. Comment est-ce que l'ordinateur il va essayer de comprendre le sens de cette question? Eh bien, ces ingénieurs-là de Google ont réussi à mettre en place un système, ce qu'on appelle le mécanisme d'attention, qui permet de qualifier quel va être le mot le plus important, le plus structurant pour que la machine comprenne le sens de la phrase. Et donc, on va avoir un système très précis, encore une fois, basé sur une architecture mathématique, qui va, et de manière assez certaine, c'est extrêmement bluffant, est en capacité de comprendre quel est le sens de l'intervention d'un humain. Et ça, c'est derrière
c'est toute la science qu'on appelle Natural Language Processing, NLP. Et donc ça, c'est le papier fondateur. Donc tout ça aussi pour vous dire qu'il y a une recherche continue permanente de manière à permettre de comprendre toutes les subtilités du langage, les subtilités, que ça soit contextuel, que ça soit lié à des choses qui ne sont pas perceptibles par la machine simplement via du texte. Donc aujourd'hui, on a tout un tas de développements qui sont assez intéressants. Et ensuite, il y a la dimension aussi, bien sûr, politique. Et quand je parle de politique, on parle très souvent des acteurs occidentaux. Donc là, je vous avez mis cette petite coupure d'article qui était juste après, donc 22 janvier 2025. Il avait annoncé ce projet. Je vais aussi vous dire dans mon prochain slide qu'il y a surtout pas que les Occidentaux qui sont dans la course à l'intelligence artificielle. On va avoir des acteurs asiatiques, et je pense principalement à la Chine, qui sont extrêmement avancés. Pour faire bref, hein, vous avez bien sûr toujours les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, mais vous avez aussi les BATX, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, qui ont à peu près le même nombre d'utilisateurs que les GAFAM, si ce n'est plus. Et donc là, on parle vraiment de jeux géopolitiques qui sont extrêmement féroces par rapport à la guerre des semi-conducteurs, à la guerre des hyperscalers, par rapport à la guerre des systèmes de LLM qui sont très développé d'un côté et de l'autre du globe, peut-être un peu moins en Europe, et ça fera peut-être partie des questions que vous aurez, mais en tout cas, on a un autre rôle qui est plutôt un rôle de législateur que plutôt que de producteur d'infrastructures ou de modèles. Donc il y a vraiment ça en tête. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Et là, je vous ai listé quels étaient les acteurs majeurs aux US versus les acteurs majeurs en Chine. Et il y avait aussi toujours cette notion de rôle de l'Europe et comment est-ce qu'on va avoir plutôt ici un rôle normatif avec l'AI Act, avec le RGPD, avec le Digital Service Act. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on regarde ces législations-là et quand on regarde la manière dont elles ont été écrites et mises en place, elles se veulent avoir un impact au niveau mondial et pas simplement au niveau européen. Et on le voit avec le RGPD, GDPR en anglais, ça a un impact dans la manière dont les systèmes de type Facebook ou autres gèrent les données personnelles de ces citoyens, parce qu'ils ne peuvent pas simplement, ils peuvent pas avoir un modèle pour chaque région du monde. Donc ils ont un seul modèle, et ce modèle, il doit être en conformité avec ici le Digital Service Act, avec le GDPR et autres. Et on attend la même chose de l'AI Act, qui est le dernier, je dirais, le dernier texte important de l'Union européenne qui vise à ce que tous les systèmes d'intelligence artificielle soient un minimum transparents et ça veut dire donc explicables. C'est-à-dire qu'on puisse comprendre de manière précise comment chaque résultat est produit en étant en capacité de reconstruire le raisonnement précis du modèle en question. Et j'ai lu la presse ce matin et j'ai vu ça aussi. Ça, forcément un sujet qui fait beaucoup couler d'encre. C'est maintenant, je dirais il y a 2 ans, c'était pas la même chose, mais maintenant on commence vraiment à avoir des indicateurs assez questionnants sur la manière dont je dirais, le marché du travail est impacté. On voit qu'il y a, dans le monde du conseil, il y a un vrai ralentissement. Je ne dis pas qu'il y a une stagnation, une déflation, hein. Il y a un vrai ralentissement du nombre de recrutements parce que maintenant, on sait, et là on a des études du MIT que je pourrais vous présenter aussi, on sait qu'on commence à avoir ce qu'on appelle des équipes augmentées. C'est plus simplement des humains augmentés, mais c'est des équipes augmentées où, par exemple, vous allez avoir une équipe de 3-4 personnes, complétée par 1 ou 2 agents conversationnels, comme je vous les ai présentés tout à l'heure. Et ben, cette équipe de 5, 3 humains plus 2 machines, elle va être plus capable que 3 humains seuls ou que 4 humains plus un agent. Donc on est véritablement maintenant à un niveau, je dirais, de relative maturité de ces agents-là pour se dire que oui, il y a un apport important, conséquent de ces agents dans un travail en équipe, que ce soit sur des dimensions d'idéation, de création, d'innovation, de rédaction de textes X ou Y. Donc là, véritablement, il se passe quelque chose. Donc il y a bien sûr un peu d'ironie dans le titre de mon intervention, mais vous êtes allé sec et ce qui se passe, c'est qu'on a plein de formations sur l'intelligence artificielle avec, c'est la transition parfaite sur la soirée Lifelong Learning. Je voudrais juste prendre, donc on a à la fois des choses qui sont très courtes, vous voyez des formats de 3 jours, des 6 jours, on a des choses qui durent beaucoup plus longtemps, si vous venez vraiment revenir sur les bancs de l'école, 18 mois. Mais je pourrais rentrer dans les détails, c'est presque anecdotique ce que je vous montre ici, mais c'est pour vous montrer que oui, il y a quelques années de cela, à partir de 2020, on a créé le MetaLab avec d'autres collègues et on est aujourd'hui en capacité d'être à la confluence
de ce qui se passe bien sûr sur la technique pure, mais aussi sur des enjeux de gouvernance, d'adoption de ces technologies-là et de comprendre véritablement comment est-ce que ça transforme nos organisations et pas simplement dans nos usages récréatifs et personnels. Merci pour votre attention. Regarde Aurélien, je sais pas quelle heure il est. On a 3 minutes. Merci pour l'exposé. Donc, André Mancy pose une question sur la compétition que tous ces modèles exercent maintenant avec les traditionnels moteurs de recherche et leur revenu publicitaire remis en question. Qu'est-ce que tu en penses? Et tu peux nous en dire un mot? Oui, c'est une question très actuelle. Et aujourd'hui, donc, Sam Altman, je lisais la semaine dernière qu'il a la prétention et l'ambition qu'OpenAI devienne le site le plus fréquenté, site internet le plus fréquenté, le plus visité dans les mois, semaines et mois à venir. Donc, je pense qu'on va arriver. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que justement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, en tout cas, les jeunes générations utilisent plus ChatGPT comme un moteur de recherche qu'on nous, on utilise Google. On va pas dire qu'on a tous le même âge ici, mais je pense qu'on fait partie de cette génération. On a été éduqués avec les Yahoo, les Google et autres moteurs de recherche. Maintenant, ça a véritablement changé. Et donc, ces systèmes-là sont utilisés comme des moteurs de recherche. Ça pose énormément de questions, et c'est pour ça la transition vers la deuxième partie de votre question, justement par rapport au modèle de référencement avec les SEO qu'on connaît, et comment est-ce qu'on se battait avant pour être dans les 3 premières pages de Google, voire dans les 10 premiers résultats. Maintenant, tout ça, c'est complètement balayé par ces systèmes d'intelligence artificielle, des LLM, parce que du coup, on mélange à la fois, je dirais, du contenu informationnel et comment est-ce qu'on introduit donc toute la partie monétisation avec là, bah, le dire, quand vous posez une question, vous voulez être le premier choix et pas le troisième choix, parce que le troisième choix, il ne sera jamais consulté dans un LLM classique. Vous allez toujours vous limiter. Donc ça pose de vraies questions ici, je dirais, de bataille autour de qu'est-ce que ça va être ces nouveaux SEO et comment est-ce qu'on va être en capacité d'introduire. Et là se pose un vrai problème aussi, à la fois éthique et je dirais marché. Comment est-ce que bah, on introduit du marketing? Est-ce qu'on veut introduire cette dimension marketing avec tout ce que ça veut dire en termes de recherche mots-clés dans les LLM actuels? Aujourd'hui, l'architecture n'est pas prévue pour cela, mais ils sont en train de se poser ces questions-là, à savoir comment est-ce qu'on va monétiser slash assurer la véracité des informations dans ces nouveaux moteurs de recherche que sont ces agents conversationnels. Ouais. Au regard des murs de limitation structurelle et des lois d'échelle faible, est-ce que vous pensez déjà pas que les LLM sont déjà arrivés au maximum quasiment de ce qu'ils peuvent faire? Je dirais qu'ils sont arrivés au maximum sur la partie de l'architecture actuelle qui sait que voilà, c'est des systèmes de génération de langage. Et si vous regardez vraiment la recherche en intelligence artificielle, il y a des nouvelles architectures qui existent. Je pense à JEPA, il y a des choses aujourd'hui qui sont très différentes. Et la modélisation de la réalité, elle peut être très différente et elle peut être beaucoup plus puissante dans d'autres architectures que le LLM. Et si vous regardez précisément l'architecture JEPA, il y a plein de choses qui sont très intéressantes. Donc, il faut vraiment garder en tête que c'est que de la génération de contenu avec tous les risques que ça peut avoir. Et c'est pour ça que j'ai voulu commencer un peu là-dessus. Et oui, il y a des nouvelles architectures. Après, je pense on utilisera encore pendant très longtemps les LLM pour nous aider dans la rédaction de nos mails, etc. Et je pense que ça sera encore une technologie suffisante pour cela. Après, par contre, pour modéliser le monde avec cette notion de sens commun qui manque complètement LLM, là, je pense qu'on va partir vers d'autres architectures qui sont aujourd'hui en phase de test. Oui. Oui, bonsoir. Vous dites que les LLM vont réinjecter sur Internet des données et qu'à la fin, on aura 90% des données qui seront synthétiques, sachant qu'elles vont réinjecter des choses avec une dose d'hallucination. Est-ce qu'on est en train de dire que les LLM vont halluciner de plus en plus et de façon exponentielle? Possiblement, oui. Et c'est la grande crainte des chercheurs ou des développeurs actuellement. Et c'est pour ça qu'on parle, si vous suivez un peu le langage utilisé par les développeurs en IA, on parle des divers de l'intelligence artificielle. On a eu beaucoup divers par rapport à des capacités de calcul
ou de stockage qui n'étaient pas assez suffisantes. C'est-à-dire on n'avait pas de système qui était en capacité de gérer des milliards de données en temps réel. Aujourd'hui, on les a, ces systèmes. Par contre, là, on fait face à un mur, un autre mur. On fait face à un mur, c'est comment est-ce qu'on traite ces données synthétiques et la notion d'hallucination. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas de solution technique qui nous permet de débiaiser ou de déhalluciner, si je peux utiliser ce terme, les modèles. Donc, on est véritablement face à un vrai défi qui est de se dire comment est-ce qu'on va s'assurer de la véracité des données produites par les LLM au regard de modèles qui seront entraînés avec 90% de données qui sont elles-mêmes produites par de l'IA. Donc, on n'a pas de solution aujourd'hui. Une dernière question, peut-être? C'était la dernière. Après, je laisse la place à mon collègue. Bonsoir. Une question peut-être très simple. Comment vous voyez le futur du monde académique et de l'éducation pour intégrer l'IA, que ce soit pour les tout jeunes ou pour les programmes exécutifs comme les SEC a actuellement? Puisque ça a une cote part. L'IA au cœur de la pédagogie, je vais essayer d'être rapide, l'IA au cœur de la pédagogie plus que jamais. Je pense qu'il faut absolument qu'on le fasse et ce de manière plus active. On a tout un tas de cours qui expliquent l'IA dans tous les sens, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut que l'IA nous aide à développer des parcours plus personnalisés pour chacun. Donc ça, aujourd'hui, c'est des choses qui sont en cours d'études et de développement. Et après, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on doit tous, à mon sens en tout cas, on doit tous avoir une base minimum de connaissances pour comprendre pour, pour comprendre ce que c'est cette technologie, mais surtout pour développer un sens critique. Et on doit continuer à avoir un sens critique face à ces technologies pour rester, je dirais, en maîtrise des pros and cons de ce que ça peut apporter. Donc, je veux dire, injecter beaucoup plus l'IA au cœur de la pédagogie pour des parcours plus personnalisés, avec des niveaux de granularité de contenu sur lesquels on n'arrive pas à opérer à l'échelle d'une classe de 40 personnes. Mais là, avec l'IA, si vous regardez ce qu'il y a des écoles américaines, pour ne pas les citer, qui sont vraiment à la pointe et qui font que de l'apprentissage individualisé. Par contre, ça pose d'autres questions après. La force du collectif, la force de travailler en équipe, justement gérer les inégalités de savoir et de compétences dans une classe. Il y a d'autres valeurs qui pourront être difficilement réplicables dans ces apprentissages personnalisés. Et ça, je pense qu'il faut absolument qu'on développe une connaissance commune, ce socle de compréhension comme on a en maths, comme on a en français, comme on a dans d'autres matières. Il faut qu'on ait tous une compréhension commune de ce que c'est ces technologies pour garder un sens critique qui est nécessaire dans nos arbitrages de managers, de décideurs, d'utilisateurs, simplement. Un grand merci à vous et à très vite.